Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. On est avec Madame Charbonneau aujourd'hui, puis on va parler de cannabis médical dans le traitement de la spondylarthrite. On est super content d'avoir avec nous Madame Charbonneau qui est spécialiste là-dedans. Et dans le fond, toutes les questions, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont déjà contactés par rapport à ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sont inscrits. Qui pourront peut-être être là ou ne pas être là, c'est pas de problème. De toute façon, tout va être enregistré et vous pourrez comme tout voir sur notre site web, sur nos médias sociaux. Donc, en attendant, s'il vous plaît, je vais juste passer 2 minutes. Dites-nous un peu où est-ce que vous venez, du Québec ou d'ailleurs du Canada francophone. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez envie de quoi vous avez envie de parler spécifiquement par rapport au cannabis. Puis si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le Q&A et on va répondre à toutes les questions à la fin. On va se réserver un bon moment pour répondre à autant de questions possibles. C'est le premier épisode de notre série de webinaires francophones. Donc, on est super content de débuter ça avec un sujet qui est sans aucun doute très, très populaire, surtout du point de vue gestion chronique. Donc, encore une fois, merci d'être parmi nous. Dites-nous si vous êtes en live ou en record. On aimerait savoir ça. Droppez vos questions dans le Q&A. Puis, on va commencer tout de suite. Salut du Saguenay. Salut, salut. Donc, on est quasiment prêt. On peut commencer. Dans le fond, je veux juste comme introduire rapidement notre présentatrice pour aujourd'hui. On est très content puis très chanceux de la voir. Elle a fait l'épisode en anglais, puis là, aujourd'hui, elle fait l'épisode en français. Fait que c'est une bonne pratique pour tout le monde, j'imagine. Fait que Madame Charbonneau, merci encore d'être ici. André Charbonneau, elle supervise l'ensemble des activités éducatrices, notamment le programme de formation pour prescripteurs de santé cannabis, le matériel éducatif interne et externe, les présentations aux patients et aux professionnels de la santé, sa contribution fréquente à une bonne contribution du point de vue contenu santé cannabis et une bonne présence au niveau des médias en tant qu'ambassadrice. Elle est infirmière de recherche d'origine. Elle a une grande expérience dans les soins donnés aux patients en lien avec le cannabis médical et dans la recherche sur le cannabis médical, avec plus de 9 ans d'expérience en tant qu'infirmière clinique dans de nombreuses spécialités, notamment aux soins d'unités d'urgence spécialisées en cardiologie au CHUM. Merci encore beaucoup, Madame Charbonneau, d'être parmi nous. On est super content de vous avoir. On a hâte de commencer. Donc, euh, euh, on va vous laisser la parole. Encore une fois, une dernière chose, s'il vous plaît, laissez vos questions dans le Q&A. On va réserver une période pour y répondre. Madame Charbonneau, le micro est à vous. Parfait, merci beaucoup. Merci de l'introduction. Tout d'abord, si jamais vous ne m'entendez pas bien ou que je vais trop vite ou trop lentement, vous pouvez toujours aussi en aviser nos hôtes pour qu'ils puissent m'informer puis que je puisse m'adapter. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, c'est une présentation sur le traitement au cannabis médical, donc les bases cannabis médical, mais avec un accent pour parler plus spécifiquement de la spondyloarthrite et quels sont les enjeux, les mécanismes de douleur, qu'est-ce qu'il y a comme recherche qui a été faite là-dessus, puis qu'est-ce qui sera des plans de traitement adaptés à ce genre de problème de la santé. Donc, pour commencer, des petits rappels d'usage, évidemment, en utilisant le chat, c'est toujours le respect mutuel, ne pas partager d'informations personnelles et aussi très important que cette présentation ne constitue pas une consultation médicale. Et puis, quelques divulgations pour vous informer que Santé Cannabis, on est une clinique médicale privée qui est, dans le fond, nos médecins sont payés par la RAMQ et nos frais de service, il n'y en a pas de frais de service, c'est gratuit. Par contre, on reçoit des subventions à l'éducation sans restriction, c'est important de le dire, sans restriction de la part de plusieurs vendeurs autorisés. Puis ça, c'est comme un accord qu'on a fait avec Santé Canada, puis c'était comme une solution pour éviter que les producteurs autorisés soient dans une position où ils doivent donner de l'éducation aux patients, alors que ce n'est pas des professionnels de la santé. Et aussi, Santé Cannabis, c'est un organisme de recherche contractuelle, puis on collabore avec certaines entreprises dans le cadre de consultations de recherche et d'essais cliniques
pas à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose que parfois on est impliqué dedans. Donc, qui on est, en gros, bon, j'en ai un peu parlé, mais on est une clinique médicale qui, originalement, bon, la légalisation du cannabis médical a été faite en 2000. Ça peut paraître étonnant parce que c'est pas si, c'est plus, on a l'impression que c'est plus récent que ça, mais c'était très difficile d'avoir accès au cannabis médical quand même de 2000 à 2013. Il fallait passer par Santé Canada, puis c'était quand même vraiment beaucoup fallait passer par les méandres bureaucratiques. Tandis qu'en 2013, il y a eu la décision d'instaurer les producteurs autorisés. Puis là, ça a vraiment facilité quand même l'accès. Ce n'était pas super facile et idéal, mais ça a facilité l'accès. Puis un nombre de médecins se sont mis ensemble pour créer la clinique de santé cannabis, qui serait une clinique qui améliorerait. Son but, ce serait d'améliorer l'accès au cannabis médical à des patients qui en ont besoin, alors que jusqu'alors, c'était vraiment très, très difficile. Puis même encore là, c'était quand même difficile parce que les médecins avaient le droit de prescrire du cannabis, mais seulement dans un contexte de recherche sur le cannabis. Alors, notre clinique, elle s'est mise en position pour faire des recherches, pour avoir la possibilité de remplir sa mission d'améliorer l'accessibilité au cannabis. Puis finalement, à la légalisation en 2018, ce qui est arrivé, c'est que les médecins du Québec et du Canada, bon, au Québec plus particulièrement, c'était beaucoup plus restreint qu'au reste du Canada. Aussi, c'est important de le dire aussi. Mais c'était quand même restreint. Puis en arrivant en 2018, ça l'a ouvert les portes. Maintenant, le problème, c'est quand même qu'il manque d'éducation au niveau des professionnels de la santé, puis il y a encore beaucoup de stigmas qui existent au niveau du cannabis médical. Alors, c'est quand même quelque chose, l'accessibilité n'est pas parfaite encore, définitivement. Puis une spéculation qu'on aurait pu faire, c'est qu'à la légalisation, peut-être qu'on aurait eu moins de patients qui viendraient sous référence à notre clinique. Mais au contraire, on voit que c'est allé en expansion. C'est exponentiel la quantité l'augmentation qu'on a vue de patients qui se sont intéressés tout à coup au cannabis médical. Parler vite de nous, juste dire, j'en ai déjà parlé, on est 12 médecins, 15 infirmières, on a 4 sites au Québec, on est affilié avec des personnes en Colombie-Britannique, à Toronto, puis également à l'international. On a des associés notamment au Mexique. Et on est aussi un organisme de recherche, donc on est accrédité par Canada. On était la première à faire une recherche au Canada sur le cannabis médical. Puis, on est référé par plus de 4000 médecins traitants qui nous réfèrent leurs patients régulièrement pour des conditions qui jugent que le cannabis médical serait l'avenue à explorer à ce moment-là. Puis, on est aussi un site de formation, puis on a aussi une résidence, mais en fait, pas une résidence, mais un stage en médecine familiale, puis en soins palliatifs avec l'Université de McGill. Donc, diagnostic commun à santé cannabis, pour dresser un peu un portrait de c'est quoi le genre de patients qui viendraient pour du cannabis médical, puis ce serait quoi les indications typiques du cannabis médical. Puis aussi, à noter que le pourcentage ne veut pas nécessairement dire que c'est la chose qui est la plus appropriée. Je veux dire, ce n'est pas les seules choses qui ont des indications pour, mais on voit que c'est vraiment pour ces indications-là qu'on a le plus de références. Puis ça, c'est vraiment des données qui viennent de notre clinique. Donc, pour nous, la fibromyalgie, c'est définitivement dans le top, mais maladie rhumatique également. Puis, toutes les autres désordres spinaux sont aussi en haut. Et la douleur chronique, quand c'est plus ou moins catégorisé, est aussi dans le haut de la liste. Donc, on voit quand même que la douleur, c'est dans son ensemble définitivement le numéro 1 dans notre clientèle. Mais rhumatique aussi est quand même une large proportion.
Et ici, on peut regarder les diagnostics primaires qu'on voit. Bon, très, très, très large portion pour la douleur, puis ensuite des plus petites portions pour les symptômes mentaux, puis etc., l'insomnie, les migraines, puis les troubles nutritionnels, pardon, la spasticité, etc. Par contre, quand on regarde les symptômes secondaires, on voit que le sommeil et l'insomnie, c'est le plus fréquent comme symptôme secondaire. Donc, ce n'est pas le symptôme principal pour lequel ils viennent, mais c'est parmi les symptômes que les gens veulent avoir du soulagement, pour lesquels ils veulent du soulagement. La fatigue, puis les symptômes mentaux aussi, des assez grosses proportions. Donc, ça, ce que ça nous dit, ben, c'est sûr que ça reflète énormément le fait que quand on a de la douleur chronique, souvent on a des problèmes de sommeil, souvent on a de l'insomnie, de la fatigue et de l'anxiété, de la dépression. Donc, ça va dans le sens, c'est censé. Donc, les types de douleurs, je vais revoir un peu les types de douleurs, mais vraiment, c'est surtout pour vous amener vers c'est quoi le traitement idéal pour des douleurs qui seraient plus en lien avec la spondyloarthrite et c'est quoi la logique derrière? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un cannabinoïde qui marche plus que l'autre? Puis bon, on va rentrer dans les détails pour ça. Mais tout d'abord, il y a la douleur. Les trois grandes catégories, c'est vraiment nociceptive, neuropathique et mixte. Nociceptive, c'est dû à des lésions tissulaires. Neuropathique, ça serait secondaire à une atteinte du système nerveux. Puis là-dedans, ben, il y a périphérique, les nerfs du corps ou centralisé vraiment dans le central. Puis mixte, c'est nociceptif et neuropathique. Donc, généralement, la douleur inflammatoire serait plutôt de type nociceptive, mais encore là, ça dépend. Il y a des douleurs qui peuvent être d'origine inflammatoire, mais qui finalement ont un impact sur le système nerveux, puis il y a une atteinte du système nerveux et ça se transforme en douleur neuropathique. Puis bon, tous les différents types de spondyloarthrite vont nous amener un peu des différences, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très inflammatoire, comme vous le savez tous. Mais par contre, il y a certains éléments où est-ce qu'on peut voir qu'il y a certains types qui auraient plus tendance à amener quelque chose qui serait mixte ou qui aurait un plus grand potentiel d'amener des douleurs de type mixte, donc qui pourraient amener des douleurs neuropathiques également. Mais sinon, vraiment, dans son ensemble, c'est tout ce qui est peau, intestin, les yeux, puis bon, l'inflammation, de façon générale, vous le savez très bien, c'est vraiment un thème important pour la spondyloarthrite. À tenir en compte, puisque je vais rentrer dans c'est quoi le mécanisme, puis de chacun du système endocannabinoïde, puis des cannabinoïdes. Et puis, ben, ça va vous aider à comprendre pourquoi un cannabinoïde aiderait plus pour l'inflammation qu'un autre. Donc, le système endocannabinoïde, on dit c'est inconnu essentiel parce que c'est un système qu'on a dans notre corps qui est très peu connu, très peu étudié, pas vraiment étudié non plus, pas vraiment enseigné en médecine. Il y a quelques heures, j'avoue ne pas connaître tout le curriculum des universités partout au Canada, mais par exemple, au Québec, c'est vraiment l'Université McGill en ont un peu, puis il n'y a pas beaucoup de discussion par rapport à ça pour l'instant dans le contexte académique pour les professionnels de la santé. Puis bon, c'est quand même quelque chose parce qu'on en a tous un système endocannabinoïde. Il s'occupe de régulariser plein de choses comme la douleur, le sommeil, l'appétit. Puis c'est un système il y a des récepteurs partout dans le corps. Puis quand on dit endocannabinoïde, en passant, endo, ça veut dire à l'intérieur. Cannabinoïde, c'est comme les molécules qu'on trouve dans le cannabis, mais quand on parle d'endocannabinoïdes, on parle des cannabinoïdes qu'on trouve dans le corps. Donc, il y a des endocannabinoïdes qui se prennent dans le corps, qui sont générés naturellement pour venir balancer les choses puis gérer certaines fonctions. Puis, il y a des récepteurs qui sont là pour interagir avec ces endocannabinoïdes-là, puis gérer, dans le fond, l'homéostasie, l'équilibre du corps pour que ça fonctionne bien. Donc, les deux récepteurs,
Vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais c'est intéressant, c'est CB1 et CB2. CB1 aurait plus tendance à se lier, le THC aurait plus tendance à se lier avec le CB1, puis le CB2, ce serait plus le CBD. Donc, comme on peut voir, les récepteurs sont partout dans le corps, mais ils ont quand même des zones où est-ce qu'ils sont plus concentrés. Comme le CB1, sont vraiment dans le cerveau, les muscles et le système nerveux périphérique. Tandis que les CB2 sont plus dans le foie, la rate, le système cardiovasculaire, mais vraiment important, le système immunitaire. Puis c'est le système immunitaire qui gère toute la réponse inflammatoire. Et finalement, il y a quand même des CB1 et CB2 un peu partout, les os, les poumons, le pancréas, le système reproductif, les tissus adipeux, puis le tractus gastro-intestinal. Puis un autre fait assez intéressant, c'est qu'il y aurait plus de 1000 fois plus de récepteurs endocannabinoïdes dans le corps que de récepteurs opioïdes. Donc, petit fait intéressant. Donc, comme je disais, il faut que ça soit en équilibre pour que ça fonctionne. C'est comme tout dans le corps. On a notre corps fonctionne d'une façon pour que tout soit balancé, puis que ça fonctionne bien. Donc, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut qu'il y en ait assez. Donc, parfois, s'il y a des raisons pour lesquelles il y aura un déséquilibre ou beaucoup de douleurs, etc., l'idée, ce serait d'amener des phytocannabinoïdes pour rétablir le ballon, puis venir aider le corps à, par exemple, gérer la douleur, puis réduire l'inflammation. Et dans les pistes, ce serait qu'il y a certains problèmes de santé ou trauma qui peuvent créer des déséquilibres de ce système. Donc, ce qui expliquerait pourquoi, après, de l'ajouter peut ramener un équilibre de ce système. Ensuite, il y a la théorie de la déficience endocannabinoïde clinique. Donc, ça, c'est une théorie du docteur Ethan Russo qui, lui, premièrement, il se dit que le corps, il y a toutes les personnes ont un différent tonus endocannabinoïde. Donc, certaines personnes vont avoir plein de récepteurs, d'autres vont en avoir moins. On va avoir des façons différentes d'éliminer les cannabinoïdes. Et aussi, certaines maladies ou certains traumas ou certaines choses, peut-être que c'est même génétique, va faire en sorte que peut-être que notre tonus endocannabinoïde va être un peu moins fort que d'autres. Puis, ça va être vraiment différent d'un individu à l'autre. Puis, ça expliquerait un peu pourquoi il y a un niveau de sensibilité tellement varié dans la population par rapport aux effets secondaires du THC ou aux cannabinoïdes dans son ensemble. Moi-même, quand on faisait une recherche, quand j'ai commencé avec Santé Cannabis, j'étais infirmière de recherche et j'appelais les patients tous les jours pour les suivre sur une étude à double insu avec placebo qu'on faisait. Puis, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une variété tellement intense après, quand les gens se sont révélés puis qu'on pouvait savoir c'était quoi les doses qu'ils prenaient, qu'on pouvait voir, c'est qu'il y avait un monsieur costaud dans la cinquantaine, un jeune fringant qui était hyper sensible au THC, qu'à 2 mg, il y avait des effets secondaires. Puis une madame frêle de 75 ans qui n'avait jamais touché à ça de sa vie, qui, elle, à 25 mg, n'avait pas encore d'effets secondaires. Donc ça, c'est surtout pour donner l'image de à quel point ça peut être variable dans la population, le niveau de sensibilité. Puis, je fais une boucle avec ce que je dirais plus tard, mais c'est pour ça que c'est important de commencer le plus bas possible, même si ça ne fait rien, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à une dose thérapeutique. Mais bon, la régulation, la synthèse, la dégradation des cannabinoïdes, c'est encore quelque chose qui est peu connu, qui est encore à explorer. Puis, on va y arriver un petit jour, mais il reste encore du travail pour vraiment comprendre c'est quoi le mécanisme de tout ça. Donc, les propriétés pharmacologiques du cannabis. Donc, le THC. On connaît bien le THC, c'est le cannabinoïde qui était le plus connu autrefois. Maintenant, le CBD est quand même très, très bien connu. Mais auparavant, c'est la première molécule, c'est le premier cannabinoïde qui a été découvert. C'est à lui qu'on attribue le côté buzzant. Mais en fait, c'est son effet secondaire, c'est le THC qui va faire l'effet euphorisant,
l'effet comme sur la tête. Mais c'est important de dire encore une fois que c'est son effet secondaire. C'est comme un peu n'importe quel médicament, qu'on en prend trop, on peut avoir des effets secondaires. Puis, c'est encore, ça nous ramène au ballon dont on parlait auparavant. Si on en a trop, ça crée un débalance, ça aussi, puis ça va avoir ses effets. Puis, l'effet euphorisant, c'est un déballant, c'est un trop, puis là, c'est la réaction du corps par rapport au THC. Puis à noter aussi que, bon, le THC, ça se lie beaucoup au CB1, puis les CB1 sont dans le cerveau, donc c'est de là que c'est vraiment le THC qui a beaucoup plus, en fait, c'est lui qui est responsable du côté buzzant qu'on peut expérimenter en prenant du THC. Mais sinon, quand même, outre le fait que c'est la molécule qui est recherchée du côté récréatif, parce que même si c'est un effet secondaire, on peut souhaiter cet effet secondaire-là, mais dans le côté médical, le THC, quand même, c'est un analgésique, surtout pour les douleurs neuropathiques. Je pense que je me suis mis une petite flèche. Voilà, surtout neuropathique. Puis bon, aussi pour la douleur en général, mais neuropathique vraiment particulièrement parce que comme on l'a vu, les CB1 sont partout dans les nerfs, dans le cerveau, très, très système nerveux. C'est un antispasmodique, donc pour comme la sclérose en plaques ou les spasmes. C'est un sédatif, ça diminue les nausées, ça peut réduire les nausées, vomissements, stimule l'appétit. Et ça peut être un anti-inflammatoire. C'est vu comme étant un potentiel d'anti-inflammatoire. Par contre, c'est vraiment le CBD où est-ce qu'on va vraiment l'utiliser dans l'application anti-inflammatoire, puis vu qu'il se lie tout particulièrement avec les CB2 qui sont dans le système immunitaire, eh bien, définitivement, c'est son application, une de ses applications principales, c'est anti-inflammatoire, donc pour diminuer l'inflammation. Ensuite, c'est aussi un antiépileptique. Ça a été utilisé beaucoup avec les enfants pour l'épilepsie, les enfants qui ne réagissent pas du tout à leur médication conventionnelle. Puis bon, il y a des belles histoires, puis c'est un peu ça que ça a contribué en fait à amener le cannabis médical de l'avant, puisque c'était des histoires assez inspirantes d'enfants qui ont qui ont été capables de grandir proprement, puisqu'ils ont enfin été capables de diminuer considérablement le nombre des crises d'épilepsie, de convulsions qu'ils avaient avec le CBD. C'est aussi un anxiolytique. Puis bon, un nombre d'autres choses. On pense que ça a un rôle sur la neuroplasticité. Ça diminue légèrement la douleur, mais ça dépend du type de douleur. Si on parle de douleur qui est très inflammatoire, strictement inflammatoire, ben ça peut vraiment avoir un effet très positif sur ce type de douleur-là. Maintenant, souvent, les gens arrivent et ils veulent du CBD, mais ils ont toutes sortes de types de douleurs. Puis bon, à ce moment-là, des fois, le CBD ne sera souvent pas suffisant, surtout dans le cas où il y aura des douleurs neuropathiques d'impliquer. Mais ça dépend des personnes, encore une fois. Tonus endocannabinoïde peut jouer un rôle dans pourquoi certaines personnes, ça les aide miraculeusement, puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un peu de THC. Spasme musculaire aussi, puis ça réduit les effets négatifs du THC. Alors, dans le médical, souvent, on va donner du CBD d'emblée. Dès qu'il y a du THC, il va y avoir du CBD avec parce qu'on veut diminuer les effets ou tous les effets négatifs du THC et augmenter la tolérabilité, puis s'assurer, parce que le but essentiellement, c'est d'être fonctionnel, de ne pas avoir d'effets secondaires, puis d'avoir du soulagement, bien sûr. Maintenant, les souches sativa versus indica. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. C'est un concept qui est vrai, qui était surtout vrai auparavant. En fait, c'est qu'auparavant, il y avait définitivement des plantes distinctes qui avaient même une morphologie différente. Sativa était grande et mince, indica était petite et trapue. Les sativas seraient plus énergisantes et stimulantes et les indicas seraient plus sédatives et calmantes. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau moléculaire, quand on regarde la plante, c'est que c'est très, très majoritairement toutes des hybrides.
parce qu'au bout des siècles et des siècles de croisement, parce que ça ne date pas d'hier qu'on utilise le cannabis, eh bien, maintenant, vraiment, on voit vraiment peu de distinction réelle entre qui justifie de dire que c'est vraiment indica ou sativa. Mais c'est encore utilisé largement par les producteurs autorisés ou de rue ou couramment, en fait, pour identifier une plante qui va donner un effet, par exemple, plus sédatif également, puis une plante plus énergisante et stimulante. Puis juste pour ça, c'est déjà, je veux dire, ça peut être utile pour s'orienter, dépendamment de c'est quoi l'effet thérapeutique qu'on cherche. On l'utilise avec parcimonie dans le médical également pour s'orienter un peu vers une souche qui, on sait, va créer les effets désirés. Donc, ce qui m'amène aussi à dire, c'est que le concept d'effet entourage, c'est le fait que la plante de cannabis, c'est une plante. Donc, c'est pas juste une molécule, c'est pas juste du THC, c'est pas juste du CBD, c'est une plante. Donc, il y a plein de molécules qui sont présentes. D'ailleurs, des cannabinoïdes, on en a découvert 100 jusqu'alors. On en connaît très bien que 2. On en a quelques-unes d'autres qu'on commence à mieux connaître. Mais c'est clair qu'ils jouent tout un rôle dans pourquoi une plante, une souche va avoir le même pourcentage de THC versus CBD qu'une autre souche, et pourtant, il va y avoir certaines différences. Par exemple, il y en a un qui va donner plus envie de relaxer, de dormir, puis l'autre va être plus énergisant, mais ce serait plus en lien avec tout ce qui se trouve dans la plante, autre que juste le THC et CBD. Il y a quand même plusieurs choses. Il y a aussi des terpènes, puis toutes sortes de molécules qui sont présentes dans toutes les plantes, puis qui vont avoir aussi un effet, qui pourrait potentiellement avoir un effet thérapeutique. Mais encore là, c'est beaucoup de recherches qui manquent pour vraiment aller voir c'est quoi vraiment l'influence de la présence de tel terpène dans un cannabinoïde, dans une plante de cannabis, ou une légère présence d'un autre cannabinoïde. Ça va de quoi l'impact. Par contre, à noter quand même qu'en très grande majorité dans une plante, ça va être CBD et THC qui va être présent. Puis ça va être vraiment très petites doses des autres molécules. Mais on voit quand même une différence quand on isole le THC et le CBD et quand on laisse dans la plante avec toutes les autres molécules. Il semblerait avoir beaucoup plus de, premièrement, tolérabilité. Les gens ont beaucoup moins d'effets secondaires et il y a plus d'effets bénéfiques. Bon, ça dépend. Si on parle de THC isolé, il semble plus avoir d'effets secondaires. Mais aussi, au niveau de l'efficacité, il semble vraiment avoir une différence quand c'est isolé versus quand c'est avec toutes les autres molécules. Ce qui nous amène encore à croire à l'effet entourage, l'importance de l'effet entourage dans la plante. Une petite gorgée. Donc, quelques études sur le cannabis médical. Bon, les études, il n'y en a pas assez encore, puis ça va être la chose qu'on entend le plus couramment, surtout par les professionnels de la santé. Par contre, chose quand même assez importante, bon, je prêche pour ma paroisse quand même parce que j'y crois à ce traitement, mais c'est important de savoir aussi qu'il y a plein d'autres médicaments qui manquent aussi un certain niveau d'évidence et pourtant on les utilise couramment. Bref, tout ça pour dire que et aussi, l'autre chose, c'est qu'il y a des évidences qui sont concluantes. C'est juste pour quelques conditions spécifiques. Par exemple, pour la douleur chronique, spécifiquement neuropathique, il y a quand même beaucoup de littérature sur le sujet qui appuie l'utilisation du cannabis médical. Ensuite, pour ce qui est d'autres données concluantes, il y a nausées, vomissements induits par la chimiothérapie, qui a quand même beaucoup de littérature qui l'appuie. La sclérose en plaques pour la spasticité spécifiquement et l'épilepsie réfractaire, comme je vous parlais, des enfants qui ont peu ou pas de réponse aux médicaments. Ensuite, niveau de preuve modéré, donc on a le trouble du sommeil. Et puis, les niveaux limités de preuves scientifiques, donc qu'il y a moins d'études qui ont été faites, que les résultats sont
pas parfait, que les groupes d'études ne sont pas assez gros et autres, ça serait cette liste. Donc, maux de tête, migraine, anxiété, arthrite, c'en est un. Puis justement, l'arthrite, bon, il y a l'arthrite et encore plus la spondyloarthrite. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose qui a été fait là-dessus. Il y a des j'ai envie de dire sondages qui ont été faits avec des populations XY, mais encore là, on appelle ça des données qui se veulent anecdotiques. C'est des preuves anecdotiques, bref. Et donc, ça a peu de poids dans le domaine scientifique, donc voilà. Mais il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis, pour aller un petit peu plus, j'ai essayé de fouiller. On a des revues de littérature sur le sujet, puis moi, j'ai confirmé avec mon équipe, il y a vraiment peu d'études vraiment sur la spondyloarthrite particulièrement. Par contre, il y a ces études-là qui ont été faites, l'arthrite rhumatoïde avec le Sativex, qui est du THC et du CBD isolé, qui est vendu en pharmacie, mais à des prix impossible de se payer. Mais quand même, ça a été plus facile d'étudier ce genre de médicaments avant la légalisation, puisque c'était des produits qui étaient approuvés en pharmacie avec un DIN. Et ça l'entraînait ce qu'ils ont noté comme conclusion, c'est que ça entraînait une amélioration significative de la douleur au mouvement et au repos et augmentation de la qualité de sommeil. Ensuite, une enquête téléphonique rétrospective sur les douleurs neuropathiques puis fibromyalgie. Je sais qu'on s'éloigne un peu de la spondyloarthrite, mais il y a des petits trucs qui peuvent être en lien. La douleur neuropathique, on voyait une amélioration significative de l'intensité de la douleur pour tous les sujets, amélioration significative de la qualité de vie puis réduction des analgésiques. Puis, fibromyalgie et douleur lombaire, ça améliorait de façon significative la douleur, puis ça les aidait à bouger. Puis pour nous encourager un peu, il y a une étude vraiment respectable, à double insu, avec placebo, avec un grand échantillon de patients qui est en ce moment en cours sur le cannabis et l'arthrite rhumatoïde et la spondyloarthrite ankylosante. Et c'est en cours encore. Donc, ces études-là, ça prend énormément de temps à faire. En plus, avec la pandémie, je suis sûre que ça a été un petit peu plus difficile de recruter. C'est encore en cours, mais ça reste intéressant. Ils vont comparer un groupe qui va prendre placebo, un groupe qui prend CBD. Puis, au fil du temps, à un certain niveau, si les gens n'ont pas de résultat avec le CBD, ils les switchent sur du THC pour aussi en profiter pour voir est-ce qu'on voit une différence aussi entre le CBD et le THC pour l'effet thérapeutique chez ces personnes. Donc, contre-indication, considération, précaution, il y en a évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de consulter, de parler à un professionnel de santé pour savoir s'il y a des contre-indications ou des interactions médicamenteuses pour vous. Donc, on a ce qu'on appelle des contre-indications relatives. C'est relatif parce qu'encore une fois, on parle de THC, est-ce qu'on parle de CBD? Puis il y a un nombre de facteurs qui vont venir influencer aussi si ça va vraiment être une contre-indication absolue. Mais de façon générale, les patients âgés de moins de 25 ans, le THC, on va vraiment l'éviter, surtout en bas de 18 ans. Entre 18 et 25, c'est surtout pour le développement du cerveau qu'on va vraiment l'éviter. Il y a toujours des cas spéciaux où est-ce que peut-être que ça va vraiment être une réduction des méfaits de donner du THC à quelqu'un qui a, par exemple, 22 ans. Mais généralement, règle générale, c'est quelque chose qu'on va éviter. Femme enceinte, effectivement, c'est toujours une grosse contre-indication. Historique personnel ou familial de schizophrénie ou psychose, surtout personnel. Familial, ça dépend. Ça va peut-être juste comme créer un point d'interrogation, puis on va peut-être aller fouiller un petit peu plus. Mais historique, définitivement, de schizophrénie ou psychose, c'est une contre-indication au THC, encore une fois.
Puis bon, et allergie et hypersensibilité aux cannabinoïdes, ben, si vous êtes allergique, c'est sûr que ça va être une contre-indication. Mais encore là, hypersensibilité, il y a des gens qui vont penser qu'on parle de, bon, le gros bad trip qu'on a eu quand on avait 20 ans parce que dans une fête quelconque. Mais ça, bon, comme on disait, ça peut être plutôt en lien avec la quantité, votre niveau de sensibilité. Puis bon, le but n'est pas le même aussi dans le médical. On ne va pas aller donner des grosses doses de THC, c'est le contraire. On va y aller exagérément lentement puis augmenter exagérément tranquillement. Bref. Ensuite, il y a des précautions, donc des choses qui vont vraiment, bon, ça va amener des contre-indications peut-être pour le THC ou on va vouloir avoir plus de résultats d'examen, on va y aller plus tranquillement, avec plus de précautions. Donc, les conditions cardiaques, définitivement, c'est ça, c'est avec le THC qu'il pourrait y avoir un impact. Donc, les conditions cardiaques instables ou non contrôlées, c'est là qu'on va vraiment dire, bon, ça va être juste du CBD. Sinon, les problèmes pulmonaires sévères, bien évidemment, éviter la fumée de cannabis. Les conditions hépatiques sévères, puisque les cannabinoïdes sont métabolisés par la foie, bien, on va y aller avec parcimonie, puis y aller très tranquillement, puis augmenter nos surveillances. Insuffisance rénale sévère aussi, ça va nous amener à faire des suivis plus rapprochés, puis on va y aller vraiment avec précaution pour l'introduction du cannabis. Et les interactions médicamenteuses, bien, il y en a. Et par exemple, le Coumadin avec le CBD, benzodiazépine surtout parce que ça augmente la somnolence, puis bon, le THC pourrait potentiellement augmenter la somnolence. L'immunothérapie, c'en a un gros, puis là, je fais attention de bien le souligner cette fois-ci. L'immunothérapie, je ne parle pas de médicaments immunomodulateurs, en tout cas, comme plusieurs d'entre vous prenez. Je parle vraiment de l'immunothérapie, un type de traitement qui est pour la cure du cancer. Puis, certains antiépileptiques, bien, ça va augmenter la quantité de cet antiépileptique-là dans le sang, et ça peut créer plus d'effets secondaires. C'est quelque chose à considérer quand on regarde le cannabis comme traitement médical. Donc, quelques formulations. Bon, le cannabis médical n'est pas un traitement miracle. Il ne s'agit pas d'un traitement de première ligne. Donc, il faut avoir essayé d'autres choses. Auparavant, il fallait que ce soit la dernière option. Maintenant, c'est envisageable quand quelque chose d'autre a été essayé. Puis souvent, c'est parce qu'il y a eu trop d'effets secondaires ou le soulagement est insuffisant. Puis, souvent, on peut ajouter un traitement existant puis peut l'augmenter. Puis, le but, bon, c'est soulager la douleur, améliorer le sommeil, réduire l'anxiété, améliorer la qualité de vie, éviter les effets secondaires, c'est un but. Puis, réduire les opioïdes, les antidépresseurs, les anxiolytifs et les somnifères, idéalement, c'est notre but. C'est le but idéal, surtout les opioïdes. Finalement, bon, les souches, c'est des plantes. Donc, il va y avoir des plantes qui vont être riches en THC, certaines qui vont être riches en CBD, puis certaines qui vont être égales, à peu près. Et ça, la plante peut être séchée, puis c'est ce qu'on va appeler le cannabis séché, puis qui va être inhalé. Et la plante peut aussi être transformée en d'autres produits, comme de l'huile, qui va être plutôt ingérée. Et puis, bon, dans les catégories de produits, maintenant, à l'heure actuelle, il y en a une panoplie. Il y en a plus que ce que je présente ici. Mais ce que je présente ici, c'est vraiment ce qui est utilisé dans le cannabis médical de façon classique. Et puis vraiment, on ne déroge pas de ces catégories-là, ou que très, très rarement. L'huile et les capsules, c'est un peu la même chose, puisque les capsules, c'est de l'huile concentrée. Puis, c'est pris par voie orale, ça a le même temps d'action. Ça prend 1 à 2 heures à faire effet, mais ça peut durer 6 à 8 heures, donc très avantageux pour la plupart des indications pour le cannabis médical, puisque dans la plupart des cas, c'est des symptômes qui sont chroniques, donc récurrents, qui sont tout le temps là. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un soulagement tout au long de la journée. Le cannabis séché, qui est quand même celui que la très grande majorité des gens rentrent dans le bureau et disent « je ne veux pas fumer », puis c'est tout à fait légitime.
Par contre, c'est définitivement la voie qu'on utilise pour c'est le plus efficace pour la rapidité. Donc, si on a des pics de douleur ou des moments où est-ce que, bon, on a fait quelque chose que là, la douleur est plus sous contrôle malgré l'huile, malgré le traitement de base qu'on prend, bien, le cannabis séché, c'est le PRN, c'est le haut besoin. Par contre, c'est sûr que nous, on conseille à personne de fumer. Nos médecins, ils vont parler plutôt de vapoteuse, qui est une petite machine dans laquelle on met le cannabis séché, puis qui est réchauffé à des températures plus basses, puis qui va créer plutôt de la vapeur, puis être moins nocif pour les poumons. Et sinon, les atomiseurs oraux, qui seraient le entre-deux, qui commencent à en avoir sur le marché, qui a vraiment une formulation qui expliquerait pourquoi ça va plus vite, parce que sinon, dans les années précédentes, ce qu'on avait, c'était de l'huile dans un atomiseur oral, dans un spray. Puis bon, c'est très débattable à quel point ça va plus vite. Ça se disperse dans les muqueuses buccales, en dessous de la langue, puis ça peut être plus rapide. Mais vraiment, là, on voit de réels produits spray qui vont être absorbés plus rapidement, puis qui nous aident avec justement des personnes qui seraient vraiment contre fumer ou que ce serait contre-indiqué pour eux, mais qui ont besoin parfois de soulagement plus rapide. Ça va être quelque chose de très, très utile. Puis finalement, le topic qui est quelque chose de très, très populaire, que nos médecins ne voient pas vraiment de danger par rapport, mais c'est très peu connu à quel point ça passe par la barrière dermique, à son efficacité. Puis là, ben, ça va dépendre de c'est quoi le problème, c'est où le symptôme, où est-il, si c'est vraiment localisé puis très superficiel, ben, c'est sûr que topique pourrait être une option intéressante, mais sinon, souvent, on va plutôt y aller comme complément du traitement avec quelque chose qui est plutôt systémique comme l'huile par voie orale. Les effets secondaires, donc les plus communs, ça va être la somnolence. Puis bon, la majorité, vraiment, c'est associé au THC. C'est la somnolence, la fatigue, l'étourdissement, sécheresse de la bouche, ça serait les deux, pas mal. THC, CBD peuvent causer de la sécheresse de la bouche. Tout flemme plutôt associé au cannabis fumé. Problème de jugement, d'attention, le THC en trop grande quantité. Nausée, anxiété, fait intéressant, c'est que la nausée et l'anxiété sont des indications pour le cannabis, mais c'est aussi des effets secondaires. Puis encore une fois, c'est une question de dose. Donc, si on reste vraiment, vraiment bas dans la dose thérapeutique, on est capable de soulager les nausées et diminuer l'anxiété. Puis en haut de la limite, ce serait plutôt les effets secondaires. Problème de coordination, le THC. Changement dans l'appétit, le THC. Puis diarrhée plutôt avec l'huile de cannabis, puisque souvent c'est dans des huiles qui, bon, ça c'est un mot que j'ai juste en anglais, qui les portent, le carrier oil, qui portent le cannabis. Puis bon, ils vont utiliser différentes sortes, puis peut-être qu'il y a des intolérances, puis aussi à noter qu'on utilise souvent l'huile pour la constipation. Donc, c'est possible que, dépendamment de la quantité qu'on prend, que ça puisse causer des diarrhées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est ce qu'on donne à nos patients. Vous allez voir qu'il y a des choses par rapport à la santé cannabis en particulier. Puis je suis consciente que pas tout le monde est au Québec, puis qu'on n'est pas la seule clinique de cannabis médical. Mais l'idée, c'est la même, c'est que si vous avez le moindre suspicion d'un effet secondaire, il ne faut pas augmenter tout de suite, même si nous, on donne un horaire, comment augmenter la première journée. Les 3 premiers jours, vous allez prendre une mini-dose jusqu'au soir. Ensuite, on ajoute une autre dose le matin pendant 3 jours, puis ensuite une 3e dose, puis on augmente très, très graduellement. Puis ça, c'est aux 3 jours, mais certaines personnes vont être un peu plus sensibles. Puis, ce qu'on essaie de dire, c'est que malgré notre horaire, si à la journée 9, on est supposé d'augmenter, puis qu'on a la moindre suspicion d'un effet secondaire, c'est important de ne pas augmenter et d'attendre que cette moindre suspicion se dissipe. Et puis, à ce moment-là, on peut continuer à augmenter. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont enthousiastes par l'effet bénéfique qu'ils ont peut-être commencé à ressentir ou
Ils ont hâte que ça fasse effet, donc ils vont vouloir augmenter plus rapidement, puis se dire, bon, c'est juste un petit effet secondaire, mais l'idée, c'est que plus qu'on en ajoute de cette nouvelle molécule dont le corps n'est pas encore habitué puis qui essaie de s'habituer à, comme toute nouvelle molécule, plus que l'effet secondaire va être fort. Puis, si c'est modéré, c'est-à-dire que c'est vraiment trop, mais c'est de réduire la dose. C'est quelque chose qui est inconfortable. Là. On réduit la dose, puis si c'est intolérable, soit ça dépend de c'est quoi, là, mais peut-être aller à l'urgence le plus proche, ça serait une solution, mais aussi de juste l'arrêter, tout simplement. Puis nous, on indique à nos patients de nous appeler, puis on peut les guider à travers tout ça. Je pense que je vais juste laisser du temps pour les questions. Comment obtenir une consultation? Montréal, Sherbrooke, Pointe-Claire, ça c'est pour le Québec. Nos cliniques, c'est une référence de médecin ou autoréférence. Puis, on séduit un rendez-vous, vous voyez une infirmière, un médecin, puis un éducateur qui revoit un peu tout ce qu'on a dit ici, en beaucoup plus condensé puis simple, puisque c'est tout nouveau, tout ça, puis des fois, ça peut être un peu intense comme nouvelle notion. Sinon, il y a quand même d'autres cliniques au reste du Canada. C'est difficile pour moi de vraiment toutes les connaître puisque c'est un peu dur pour moi de m'avancer sur c'est quoi des cliniques qui sont vraiment respectables, qui ont vraiment tout le suivi requis avec des médecins et tout ça, mais il y en a, puis je sais que j'ai répété 2 fois Canabo. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la clinique Canabo, qui est notre collègue Dr. Schechter, qui a cette clinique-là à Ottawa. Sinon, la clinique Apollo, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 2 fois Canabo, Apollo, A-P-O-L-L-O. Ça, c'est à Toronto et aussi virtuellement au Canada. J'ai vu sur leur site qu'ils l'offrent aussi. Il y a Nature Médique à Magog, pour en mentionner un autre au Québec. Sinon, Shoppers Drug Mart, Medical Cannabis by Shoppers Drug Mart, qui est Pharmaprix, mais leur titre pour vraiment comme distributeur de cannabis médical, c'est ça. Et il offre des consultations virtuellement. Puis sinon, il y a le docteur Caroline McCallum, qui a une pratique en Colombie-Britannique à Vancouver et qui une sommité dans le cannabis médical qui connaît bien la chose. Donc voilà, on a du temps pour des questions. Oui, super, merci beaucoup, Mme Charbonneau. Super présentation. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal beaucoup de questions. Je vais commencer par les questions sur le Q&A. Donc, Annie demande comment est-ce qu'on peut avoir accès au cannabis gratuitement car elle doit le payer et elle a la SPA. Est-ce que avoir la SPA, c'est une bonne condition pour pour avoir le cannabis gratuit? Mm-hmm. Ça, c'est une question difficile dans le sens, c'est pas ma réponse préférée, mais c'est très peu couvert. C'est déduction d'impôt au fédéral, puis il va y avoir certaines assurances qui vont le couvrir et ça va dépendre de la condition. SPA, j'en doute parce que souvent, ça va être des choses comme plutôt, ce qui a beaucoup de données probantes sur le sujet, donc plus la sclérose en plaques ou l'épilepsie réfractaire qui va avoir une couverture. Mais oui, c'est un problème. Les producteurs autorisés offrent des rabais sur du médical pour essayer de pallier à tout ça, mais ça fait partie de nos revendications d'essayer de faire en sorte que ce soit couvert par l'assurance maladie et l'assurance public health du Canada, de chaque province. Parfait. Dans le fond, on n'est pas rendu là, mais probablement c'est quelque chose qu'on pourrait comme penser à défendre justement, surtout comme association, ce serait comme peut-être un des objectifs qu'on pourrait ajouter à nos objectifs à long terme stratégiques, surtout que je pense que c'est une molécule qui sert beaucoup à la douleur chronique. C'est encore neuf le marché, mais on n'est pas encore rendu là, mais c'est quelque chose qu'on pourrait comme commencer à travailler dessus. Malheureusement, ce n'est pas encore couvert. Donc, par rapport à une consultation à votre clinique, donc là, s'il y a un bloc au niveau de l'accès du médecin de famille qui pense que ce n'est pas utile, est-ce que vous avez parlé plutôt de possiblement avoir accès à votre clinique sans référence?
Est-ce que dans le cas d'une SPA, est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est une indication. C'est une indication qui est tout à fait acceptée dans notre clinique. Puis, voilà, pas de question. Et c'est sûr que l'autoréférence nécessite que vous ayez une preuve que vous avez eu ce diagnostic-là, puis que vous avez, des symptômes associés. Puis ça, ça nécessite juste de demander à la clinique où vous êtes suivi de fournir quelques notes médicales qui nous l'indiquent. On va regarder un peu les contre-indications, mais ça va être quelque chose qu'on va devoir évaluer dans notre propre évaluation médicale. Et la liste des médicaments des 3 dernières années. Ça, c'est les choses que nous, on exige. C'est sûr que l'autoréférence, ça ne va pas être tous nos médecins qui vont l'accepter. Certains sont moins à l'aise parce que la référence, ça a l'avantage d'être appuyée par le médecin traitant du patient. Mais il y en a quand même qui l'acceptent puisque, oui, en effet, c'est une réalité. Il y a beaucoup de médecins qui sont encore fermés à l'idée, puis alors qu'il y a beaucoup de gens qui auraient toutes les indications pour... ils sont rendus là. Ils ont fait 20 ans d'antidouleurs, etc., puis ils sont rendus là. OK, parfait. Dans le même cadre de justement du prix puis du remboursement, est-ce que pour être déductible d'impôt, on a besoin d'une prescription? Oui, tout à fait. OK, parfait. Donc, c'est bon, je pense qu'il a reçu sa réponse. Puis, est-ce que le Nabilon est un médicament avec THC puis CBD? Non, le Nabilon, c'est un THC synthétique, donc une imitation du THC. C'est isolé, donc c'est vraiment que du THC. Puis, c'est disponible en pharmacie. C'est couvert par les régimes d'assurance publics, par la RAMQ notamment. Et c'est légal de voyager. Ce serait les avantages, mais j'avoue que moi-même, en tout cas, ça peut être applicable pour certaines personnes, puis ça peut aider, puis ça a l'avantage d'être couvert et d'être légal à voyager avec. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'entends souvent, c'est le concept comme quoi, le Nabilon m'a donné tellement d'effets secondaires que le cannabis médical ne me ferait pas va pas me faire. Mais c'est vraiment très différent. Puis, quand j'ai commencé à Santé Cannabis, on était obligé de donner du Nabilon avant de commencer le cannabis médical à l'époque. Et moi, ce que je voyais tous les jours, c'est des appels téléphoniques pour des effets secondaires. Puis, voilà mon opinion. Clairement, clairement. Justement, par rapport aux effets secondaires, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour justement les stopper? Du cannabis? Oui, oui. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que quand on les a, non, l'idéal, c'est vraiment si on a comme l'effet psychoactif, là, puis que ça nous rend anxieux, tout ça, ben il n'y a pas grand-chose sauf de vraiment écouter la télé, écouter une émission relaxante, simple, puis ça va passer. Ce que les gens pensent souvent, c'est que, oh mon Dieu, on dirait que ça va durer pour toujours. Puis, en fait, c'est de le prévenir. L'idéal, c'est de vraiment commencer très, très, très bas et d'augmenter graduellement par petits incréments. Et voilà, de vraiment pas augmenter quand on a un petit effet secondaire. Puis, s'il n'y a pas de raison pour qu'on se retrouve avec des gros effets secondaires, si on suit cette philosophie-là, ces étapes-là. Puis, il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles que la moyenne et il va s'agir d'attendre encore plus longtemps à chacune des doses puisque eux, ils ont une sensibilité plus élevée, plus accrue. Parfait. Catherine, j'espère que tu as eu ta réponse. En passant à Manon, dans le fond, on parle de cannabis, on parle d'effet du cannabis sur l'inflammation. Puis là, Manon demande, pourquoi est-ce que je favoriserais justement le cannabis versus un autre traitement, comme par exemple le Remicade ou n'importe quel immunomodulateur? Euh, donc, réponse par rapport à ça? Que je ne dis pas de favoriser, puisque il y a certains de ces médicaments-là qui sont essentiels puis qui vont être vraiment importants, en fait, à votre traitement. Mais c'est plutôt dans le cas où est-ce que, il n'y a pas soulagement suffisant. Puis souvent, ça va être en combinaison, en fait, avec les traitements de base. Et ça va être pour diminuer, par exemple, la douleur qui est mal contrôlée ou trouble de sommeil ou d'autres
d'autres aspects qui ne sont pas contrôlés ou dans le cas parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, puis bon, la médication conventionnelle a échoué. Mais essentiellement, le cannabis, c'est comme j'ai dit, pas première ligne, donc c'est vraiment pour avoir eu de la difficulté avec d'autres traitements, puis pour qu'on commence à se dire, ben, le cannabis pourrait venir aider en ajout ou en remplacement. Parfait. Donc, en thérapie adjuvante, justement, juste parce qu'il y avait une slide qui est quand même intéressante. Vous parliez du traitement, dans le fond, de l'effet de CB2 sur le système immunitaire. Est-ce que, dans le fond, du point de vue interaction avec les immunomodulateurs, quelle est exactement l'interaction? Est-ce qu'on a besoin d'aviser notre rhumatologue une fois qu'on prend du CBD ou pas vraiment? Pas au niveau des immunomodulateurs, pardon. On reçoit une très grande partie de nos références par des rhumatologues. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement accepté comme option de traitement. Puis pour les rhumatologues, puis dans notre pratique, quand on regarde vraiment les interactions médicamenteuses, on n'en voit pas de significative avec les immunomodulateurs. Donc, ce ne serait pas un enjeu. Mais quand on parle d'immunothérapie, ou est-ce que là, on parle vraiment de cure pour le cancer, en fait, c'est vraiment, il y a une diminution des effets bénéfiques et donc un risque pour la vie. Et donc, clairement, c'est pris très au sérieux. Non, c'est ça. Donc, immunomodulateur, pas de problème. Immunothérapie, c'est autre chose. Exactement. Parfait. Donc, C'est pas juste le à... même mécanisme, puis c'est pour ça que c'est pas la même interaction. OK, c'est parfait. Donc immunomodulateur, thérapie adjuvante avec CBD, ça va bien aller. Donc là, disons, on prend CBD pour répondre un petit peu à la question de Guy. On prend un CBD, on arrive aux doses maximales, sans THC. Là, ça ne change rien. On est mieux de s'arrêter. On fait quoi? OK. Ben, c'est sûr que moi, ma bonne parole, ce serait toujours de consulter un professionnel de la santé. C'est toujours mieux que de s'automédicamenter à cause d'un nombre de trucs à considérer. Par contre, ben, d'emblée, je peux vous dire qu'il y a le CBD, souvent, il faut aller à des vraiment plus hautes doses. Puis ça dépend des personnes, encore une fois, mais vraiment, on voit plus au moins 20, au moins 40, 60 et plus. En fait, nous, dans notre pratique, à peu près à 40, 60 par jour, on commence à considérer l'introduction du THC. Et ben, ça dépend. S'il y a 60 mg de CBD par jour, donc 20, 20, 20, 20 3 fois par jour, on a encore 0 effet. Là, on introduit un peu de THC, c'est dans notre protocole, dépendamment s'il y a des contre-indications, tout ça, peut-être qu'on va explorer d'aller encore plus haut, puisque on voit des effets avec des plus grosses hautes doses aussi. C'est juste pour des raisons de coût. Parce que le CBD, le problème avec le CBD, c'est que semblerait que dans des études qu'on fait, semblerait qu'il y a des effets très, très forts parfois, mais à des doses beaucoup plus élevées. Puis le problème, c'est vraiment le coût. Alors, c'est là qu'on introduit le THC quand c'est approprié, mais à de petites doses, puis ça va potentialiser souvent l'effet du CBD. Ah, parfait. Très bon, ben, on a reçu notre réponse. Par rapport, on revient un petit peu au prescripteur parce que ça revient encore très fréquemment comme question. Dans le fond, le médecin de famille en tant que tel, le rhumatologue, il peut prescrire du cannabis, Oui. mais j'imagine que la majorité ne se sentent pas à l'aise de prescrire du cannabis. C'est pour ça qu'ils réfèrent les patients à vous. Oui, exactement. C'est surtout parce que, bon, ça fait que depuis 2018 qu'ils ont le droit de prescrire, peu importe s'ils font partie d'un projet de recherche ou non. Et ils ne sont pas à l'aise, ils ne connaissent pas bien ça. Aussi, il y a des choses qui sont un peu différentes, c'est qu'ils ne peuvent pas juste écrire sur un papier de prescription CBD, 20 mg, 3 fois par jour, puis il va au pharmacien, il va t'expliquer ça, puis il va te donner ça. C'est beaucoup plus compliqué c'est pas compliqué, mais c'est juste très différent de la pratique conventionnelle. Comme par exemple, nous, on a vraiment comme une clinique spécialisée là-dessus. Alors,
on va avoir l'infirmière qui va faire le plan de traitement au complet, puis l'éducation et choisir un producteur autorisé, l'inscrire, commander pour lui. On fait tout. C'est comme si on était le pharmacien, finalement. Puis le médecin va faire l'évaluation, évidemment, des contre-indications et tout ça, mais essentiellement l'autorisation. Puis on gère bien le patient de A à Z. Tandis qu'un médecin dans son cabinet, il faudrait qu'il sache toutes ces choses-là. Il n'y a peut-être pas ces qualifications-là, mais dans notre programme de prescripteur, on offre des choses comme nos infirmières peuvent faire l'éducation, peut tenir vos patients par la main, parce qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de médecins qui prescrivent, parce qu'on ne peut pas fournir toute la population. Juste à Non, nous. clairement. Puis, dans le fond, si le médecin n'est pas ouvert, comme dit Joanie, s'il n'est pas très ouvert à prescrire, Joanie ou n'importe qui, dans le fond, peut, j'imagine, venir chez vous, puis, dans le fond, se présenter comme patient avec un diagnostic, puis ça pourrait comme être prescrit, dans le fond, une auto-référence, comme vous disiez avant. J'imagine Ouais. que ça va être correct. Puis, dans le fond, du point de vue cannabis, où est-ce que ça s'oriente, où est-ce que vous voyez ça s'orienter dans le futur pour, surtout pour les patients atteints de SPA? Mhm. D'après moi, il va y avoir plus de recherches qui vont être faites. On va pouvoir montrer les mécanismes exacts qui font en sorte que ça peut être une bonne thérapie adjuvante ou même une thérapie principale. Puis à ce moment-là, on va être en mesure de peut-être avoir plus de couverture au niveau de l'assurance, au niveau de l'assurance maladie. Et puis aussi, je pense réellement qu'on a commencé un projet en Colombie-Britannique où est-ce que la pharmacie prend en charge les patients, puis l'accessibilité va être vraiment, si on peut avoir ça au Québec ou partout dans les autres provinces, euh, d'emblée, tous les pharmaciens sont capables de répondre aux questions des patients, ils sont capables de les diriger vers un professionnel de santé. Ça, je pense que c'est très réaliste, très possible, c'est proche, puis j'ai l'espoir que ça va se passer sous peu. Ah, c'est parfait. Mais c'est de bonnes nouvelles. Je pense que c'est, comme vous disiez, c'est un médicament adjuvant qui est important. Juste pour répondre rapidement à la dernière question de Darlene, j'imagine qu'elle voulait un peu plus d'informations par rapport à l'introduction du cannabis pour le sommeil avec d'autres médicaments. Mais là encore, j'imagine que ça a besoin d'une consultation pour entrer plus en détail dans tout ce contexte particulier parce que c'est pas vraiment, c'est plus du cas par cas, j'imagine, dans ce cas-là. Oui, c'est sûr que oui, ça va dépendre. Est-ce que c'est la difficulté à s'endormir, à rester endormi, qu'est-ce qui cause l'insomnie, puis un nombre de choses qui vont être explorées. Mais oui, essentiellement, ça va vraiment dépendre. Mais le traitement le plus commun, ce serait de l'huile 1 pour 1, THC, CBD de manière égale à à dose très modérée, mais qui a que les gens rapportent un effet sédatif, ce serait le traitement le plus commun. Mais ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, en effet. Surtout faire attention vu qu'il y a une intervention médicamenteuse. Puis là encore, on ne fait pas de consultation médicale ici. Exactement. Loin de là, c'est vraiment comme, euh, j'imagine, comme pour des cas un petit peu plus comme ça que particuliers, j'imagine que la meilleure réponse, c'est vraiment avec votre médecin traitant. Mais c'est parfait. Et c'est un très, très beau webinaire. Je vous remercie beaucoup. Je pense que, comme Anthony a dit, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est qu'on a un peu brisé un petit peu ce tabou du cannabis. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a fait un petit questionnaire, un petit survey durant le Zoom. Ce qu'on a remarqué, c'est quand même le monde au Québec, ben, on ne dirait pas que l'utilisation est aussi importante. On a fait un webinaire en anglais la semaine passée et Mhm. l'utilisation du cannabis, c'était beaucoup plus importante. Donc, ce qui montre un peu qu'on a un petit peu ou bien un manque d'accès au cannabis au Québec, ou bien un tabou, ou bien plusieurs choses, plusieurs barrières du moins au cannabis. Donc, ce serait intéressant dans le fond de faire plus de conférences là-dessus, puis de s'éduquer plus là-dessus. Encore une fois, tout ça, c'est dans un but médical de soulager la douleur chronique. Donc, ça prouve vraiment l'importance de ce webinaire. Merci encore beaucoup, Madame Charbonneau. Puis, à la prochaine, j'imagine, pour d'autres webinaires. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça m'a fait vraiment plaisir. OK, bonne soirée à tous. Au Bonne soirée. revoir.